Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 39 ans. Et j'ai découvert que la loyauté familiale avait ses limites le jour où ma propre mère s'est levée à l'audience pour la garde de mon fils et m'a qualifiée de mère indigne. Madame la juge, ma fille a toujours été instable. La voix de ma mère résonnait dans la salle d'audience du tribunal aux affaires familiales, qui était comble. Elle peine à garder un travail. Elle a enchaîné les thérapies. Et franchement, je ne pense pas qu'elle devrait avoir la garde de mon petit-fils. J'étais assise à la table de la défense, vêtue d'un simple blazer bleu marine et d'un chemisier blanc, mes cheveux bruns attachés en arrière dans le même style discret que j'arborais depuis 15 ans. L'alliance que j'avais finalement retirée il y a 6 mois avait laissé une marque plus claire sur mon doigt qui semblait briller sous les lumières crues de la salle. De l'autre côté de l'allée, mon ex-mari, Marc, souriait d'un air suffisant, son avocat hors de prix hochant la tête en accord avec le témoignage dévastateur de ma mère. Ils avaient clairement planifié ce guet-apens, sachant que les paroles de ma propre mère auraient du poids auprès de n'importe quel juge. Elle n'a jamais été capable d'offrir une quelconque stabilité, continua ma mère, sa voix se faisant plus forte à mesure qu'elle s'échauffait. Elle disparaît pendant des jours. Elle prétend qu'elle travaille, mais je n'ai jamais vu la preuve d'un emploi stable. Mon petit-fils a besoin d'un vrai foyer avec son père, qui a une carrière réussie et peut réellement subvenir à ses besoins. Léo, mon fils de 8 ans, était assis au premier rang à côté de ma sœur Karine, ses grands yeux sombres écarquillés de confusion en regardant sa grand-mère témoigner contre sa mère. Karine évitait mon regard, son silence aussi accablant que les paroles de notre mère. J'ai pensé aux 2 dernières années depuis mon divorce, aux nuits que j'avais passées à me tourmenter sur les modalités de la garde tout en traitant simultanément certains des dossiers les plus complexes du système judiciaire français, à l'équilibre délicat que j'avais maintenu entre mes responsabilités professionnelles et mon rôle de mère pour Léo. Elle vit dans un minuscule appartement dans le centre de Paris, insista ma mère, elle conduit une vieille voiture, peut à peine payer les fournitures scolaires de Léo. Pendant ce temps, Marc a une belle maison en banlieue, un revenu stable et la capacité de fournir le genre de vie que chaque enfant mérite. La juge Patricia Morin était assise derrière son pupitre, son expression neutre tandis qu'elle écoutait le témoignage. C'était une collègue que je connaissais depuis plus de 10 ans, quelqu'un qui comprenait les exigences de notre profession, mais elle ne montra aucun signe de reconnaissance, maintenant l'impartialité requise par sa fonction. De plus, dit ma mère, atteignant le point culminant de son discours, Élise a toujours été secrète au sujet de son prétendu travail. Elle prétend avoir un poste important, mais elle ne veut pas nous dire ce qu'elle fait réellement. Pour ce que nous en savons, elle pourrait être impliquée dans quelque chose d'illégal, quelque chose qui mettrait mon petit-fils en danger. La salle d'audience bruissa de murmures approbateurs. La famille de Marc remplissait le côté gauche de la galerie, tous hochant la tête en accord avec cette entreprise de démolition de ma réputation. Mon côté était presque vide. Juste quelques amis qui avaient pris un jour de congé pour me soutenir. Des gens qui savaient réellement ce que je faisais dans la vie. L'avocat de Marc, maître Jean-Christophe Dubois, se leva pour s'adresser à la cour. Madame la juge, nous pensons que ce témoignage montre clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant serait servi en accordant la garde exclusive à mon client. L'incapacité de la mère à fournir une stabilité de base, combinée à son comportement secret concernant son emploi, soulève de sérieuses inquiétudes quant à son aptitude à être parent. Je restais silencieuse, les mains calmement croisées devant moi, observant cette attaque orchestrée se dérouler. 15 ans d'expérience judiciaire m'avaient appris l'importance du timing, de laisser les autres se dévoiler avant de montrer son jeu. Madame Moreau, s'adressa directement à moi la juge Morin. Que répondez-vous à ces allégations concernant votre emploi et votre capacité à subvenir aux besoins de votre fils? Je me levai lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés. Madame la juge, j'aimerais appeler un témoin à la barre pour répondre à ces préoccupations. L'avocat de Marc parut confus. Madame la juge, nous n'avons été informés d'aucun témoin. Le témoin n'était pas disponible avant ce matin, répondis-je calmement, mais je crois que son témoignage éclaircira toutes les questions sur ma situation professionnelle. La juge Morin acquiesça. Très bien. Veuillez appeler votre témoin. Je me dirigeai vers les portes de la salle d'audience et les ouvris. Un homme de grande taille, vêtu d'un impeccable costume sombre, entra. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, sa prestance commandant un respect immédiat.
Madame la juge, dis-je, ma voix portant clairement dans la salle soudainement silencieuse. J'aimerais appeler à la barre le premier président de la Cour de cassation, Monsieur Guillaume Bernard. Le souffle coupé qui parcourut la salle fut audible. Le visage de ma mère passa de la confiance à la confusion, puis à l'horreur, tandis que le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire français s'avançait vers la barre des témoins. Monsieur le Premier Président, commençai-je, ma voix prenant le ton professionnel qui m'avait si bien servi pendant 15 ans. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'identifier pour la Cour ? Le Premier Président me regarda directement, sa voix formelle mais chaleureuse. Vous êtes Madame Élise Moreau, conseillère à la Cour de cassation, où vous servez avec distinction depuis 8 ans. Le silence dans la salle était assourdissant. Je pouvais entendre l'inspiration brusque de ma mère. Je pouvais voir l'avocat de Marc fouiller frénétiquement dans ses papiers. Et Monsieur le Premier Président, continuai-je, pourriez-vous décrire la nature de mes responsabilités professionnelles ? Madame la conseillère Moreau juge certaines de nos affaires civiles et pénales les plus complexes, répondit-il. Elle siège à la chambre criminelle pour les pourvois les plus sensibles, préside notre comité de déontologie et a rédigé plusieurs arrêts de principe en droit de la famille et de la protection de l'enfance. Les yeux de Léo étaient écarquillés d'étonnement alors qu'il comprenait enfin pourquoi sa mère devait travailler si tard le soir. Pourquoi elle disparaissait parfois dans son bureau avec d'épais dossiers juridiques. Pourquoi elle parlait avec tant d'autorité de l'équité et de la justice. Une dernière question, Monsieur le Premier Président, dis-je. Pourriez-vous aborder les allégations concernant ma stabilité financière ? Il sourit légèrement. Madame la conseillère Moreau perçoit un traitement de plus de 180 000 € par an, hors avantage. Elle est propriétaire de son appartement parisien, un appartement en dernier étage avec terrasse pour être précis, et possède une résidence secondaire dans les Alpes. Ces déclarations de patrimoine font partie du domaine public, comme l'exige la loi pour tous les magistrats en exercice. Je me tournai pour faire face à la salle où ma mère était assise, la bouche bée, son témoignage si soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Madame la juge, m'adressai-je à la juge Morin. J'aimerais expliquer à la Cour pourquoi ma famille n'était pas au courant de ma position. La juge Morin hocha la tête, visiblement intriguée. Il y a 8 ans, lorsque j'ai été nommée à la Cour de cassation, j'ai pris la décision de séparer ma vie professionnelle de mes relations personnelles. Ce n'était pas parce que j'avais honte de mon travail. Bien au contraire. C'était parce que je voulais que mon fils ait une enfance normale, sans la pression et l'attention qui accompagnent le fait d'être l'enfant d'un haut magistrat. Je regardais Léo, dont le visage montrait un mélange de fierté et de confusion. J'ai choisi de vivre modestement, de conduire une voiture pratique, de faire mes courses dans des magasins normaux plutôt que dans des boutiques de luxe. Je voulais que Léo comprenne la valeur du travail et de l'humilité, qu'il ne grandisse pas en se sentant privilégié à cause de la position de sa mère. Marc me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Pendant notre mariage, il avait constamment critiqué mon travail ennuyeux au palais de justice, sans jamais prendre la peine de poser des questions sur les détails de mon activité. La raison pour laquelle je suis souvent indisponible pendant de longues périodes, continuai-je, c'est parce que je siège sur des affaires complexes qui peuvent durer des semaines ou des mois. La raison pour laquelle je ne pouvais pas toujours assister aux événements scolaires, c'est parce que je rédigeais des décisions de justice qui affectent des milliers de familles à travers notre pays. Le premier président Bernard intervint. Si je peux me permettre d'ajouter, Madame la juge, Madame la conseillère Moreau possède l'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai rencontrés en 30 ans de carrière. Ses décisions ont été saluées et elle est reconnue au niveau national pour son travail en droit de la famille. Je retournai à la table de la défense, mais je n'étais plus une accusée. J'étais ce que j'avais toujours été, un magistrat du siège avec 15 ans d'expérience juridique et une réputation d'équité et d'intégrité. Madame la juge, dis-je à la juge Morin, j'ai passé toute ma carrière à protéger les enfants et les familles. J'ai rédigé des décisions qui ont retiré des enfants de foyers violents, qui ont assuré des arrangements de garde équitables, qui ont placé le bien-être de l'enfant au-dessus de toute autre considération. La salle était complètement silencieuse. Maintenant, l'allégation selon laquelle je serais en quelque sorte inapte à m'occuper de mon propre fils est non seulement fausse, mais c'est une insulte à chaque famille que j'ai protégée et à chaque enfant dont j'ai défendu les intérêts depuis cette même institution.
Je me tournai pour regarder ma mère, qui était devenue blême. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est que ces allégations proviennent de personnes qui n'ont jamais pris la peine de s'interroger sur mon travail, qui n'ont jamais montré d'intérêt pour ma carrière, qui ont supposé le pire sans chercher la vérité. L'avocat de Marc était visiblement désemparé. Madame la juge, nous n'avions aucune connaissance de... De quoi, l'interrompis-je. Du fait que votre client a été marié à une conseillère à la Cour de cassation pendant 6 ans et n'a jamais pris la peine d'apprendre ce qu'elle faisait réellement dans la vie. La juge Morin se pencha en avant. Maître Dubois, votre client ne connaissait pas la profession de sa femme durant leur mariage? Marc retrouva enfin sa voix, balbutiant. Elle disait qu'elle travaillait au palais de justice. Je pensais qu'elle était greffière ou quelque chose comme ça. L'absurdité de la situation flottait dans l'air comme un nuage toxique. J'avais été mariée à un homme qui avait supposé que j'étais greffière pendant 6 ans, qui ne s'était jamais demandé pourquoi je travaillais de si longues heures, pourquoi je ramenais à la maison des dossiers juridiques complexes, pourquoi je devais parfois voyager pour des conférences judiciaires. Madame la juge, dis-je, m'adressant directement à la juge Morin, j'aimerais soumettre mes évaluations de performance judiciaire, mes déclarations de patrimoine et mon rapport d'évaluation de garde préparé par le docteur Sandra Chevalier, une psychologue pour enfants mandatée par le tribunal. La juge Morin examina rapidement les documents. Le docteur Chevalier vous qualifie de parent exemplaire, ayant des liens solides avec votre enfant et ne soulevant aucune préoccupation quant à votre capacité à fournir soins et éducation. Je regardai une dernière fois autour de moi, ma mère qui ne pouvait pas croiser mon regard, ma sœur qui avait l'air honteuse, mon ex-mari qui fixait le sol, et Léo qui me regardait avec une nouvelle compréhension et fierté. Madame la juge, dis-je, j'ai consacré ma carrière à veiller à ce que l'intérêt supérieur des enfants prime dans les décisions de garde. J'ai vu ce qui se passe lorsque les parents utilisent les enfants comme des armes, lorsque les membres d'une famille se retournent les uns contre les autres pour un gain personnel, lorsque les suppositions remplacent les preuves. Ma voix se raffermit avec conviction. Je demande la garde exclusive de mon fils, avec un droit de visite médiatisé pour le père en attendant qu'il suive des stages de coparentalité. Je demande également que toutes les futures discussions sur la garde soient menées sans l'implication des membres de la famille élargie qui ont démontré leur volonté de fournir de faux témoignages. La juge Morin hocha la tête d'un air grave. Au vu des preuves présentées et du témoignage préoccupant fourni par la mère de la défenderesse, j'accorde la garde exclusive à Madame la conseillère Moreau. Le droit de visite du père sera médiatisé pour les 6 prochains mois, avec possibilité de révision après l'accomplissement réussi des stages de parentalité ordonnés par le tribunal. Alors que la salle commençait à se vider, Léo courut vers moi, enlaçant ma taille de ses bras. « Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais juge ?» murmura-t-il. Je m'agenouillai à sa hauteur. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, ta maman, pas à cause de mon travail. »« Je trouve ça trop cool, » dit-il en souriant. « Ça veut dire que tu peux envoyer les gens en prison ? » Parfois, admis-je. Mais la plupart du temps, j'aide les familles à trouver des solutions pour prendre soin les unes des autres. Ma mère s'approcha avec hésitation, sa confiance d'autrefois complètement envolée. « Élise, je ne savais pas. Je suis tellement désolée. » Je me relevai, mon bras autour des épaules de Léo. « Maman, tu as témoigné sous serment que j'étais une mère indigne sans rien savoir de ma vie, de ma carrière ou de mes capacités. Tu étais prête à détruire ma relation avec mon fils sur la base de suppositions et de préjugés. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je pensais que j'aidais, » Marc a dit. « Marc a dit ce qu'il fallait pour obtenir la garde, » l'interrompis-je. « Et tu l'as cru lui plutôt que ta propre fille. » La salle était presque vide maintenant, juste les membres de la famille et quelques observateurs attardés. « Pendant 15 ans, vous m'avez demandé ce que je faisais dans la vie, et je vous ai donné des réponses vagues parce que je voulais préserver mon intimité. Mais vous n'avez jamais insisté, jamais montré un réel intérêt. Vous avez supposé que, parce que je ne me vantais pas de mes réussites, je n'en avais aucune. » Je regardai ma sœur Karine, qui pleurait silencieusement au premier rang. J'ai été nommée magistrate à 31 ans, l'une des plus jeunes de l'histoire. J'ai rédigé des décisions qui sont étudiées dans les facultés de droit. J'ai protégé des milliers d'enfants et de familles. J'ai dédié ma vie à la justice et à l'équité.
Le premier président Bernard, qui avait attendu respectueusement dans la galerie, s'approcha de moi. Élise, j'espère que cette expérience ne vous découragera pas de poursuivre votre excellent travail. Merci, monsieur le premier président, répondis-je. Au contraire, elle m'a rappelé pourquoi notre travail est si important. Alors que nous sortions du palais de justice, Léo me tenant la main, je réalisais que cette expérience douloureuse m'avait appris quelque chose de précieux. J'avais dépensé tant d'énergie à protéger mon fils des complications potentielles de ma position que j'avais caché qui j'étais vraiment aux personnes qui auraient dû me connaître le mieux. Mais plus important encore, j'avais appris que le respect gagné par supposition ne vaut rien, tandis que le respect gagné par l'intégrité est inébranlable. 6 mois plus tard, Marc a terminé ses stages de parentalité et a obtenu un droit de visite non médiatisé. Il ne s'est jamais remarié et n'a plus jamais remis en question ma capacité à subvenir aux besoins de notre fils. Ma mère m'a envoyé une lettre d'excuse, mais je n'ai jamais répondu. Certaines trahisons sont trop profondes, en révèlent trop sur le caractère d'une personne pour simplement pardonner et oublier. Léo dit maintenant fièrement à ses amis que sa maman est juge. Il a appris l'importance de la justice, de l'équité et de la défense de ce qui est juste. Il a aussi appris que parfois, les personnes qui vous aiment le plus peuvent vous blesser le plus profondément, mais que cela ne diminue pas votre valeur. Quant à moi, j'ai appris que cacher sa lumière ne vous protège pas. Cela permet simplement aux autres de vous sous-estimer plus facilement. J'ai arrêté de cacher qui j'étais, j'ai commencé à être fière de mes accomplissements et j'ai enseigné à mon fils que l'intégrité et le travail acharné méritent d'être célébrés. La femme qui est entrée dans cette salle d'audience en se sentant attaquée et isolée était la même que celle qui en est sortie, réhabilitée et forte. La différence n'était pas dans ce que j'avais accompli. Elle résidait dans ma volonté de laisser enfin les autres voir exactement qui j'avais toujours été. La justice, en fin de compte, n'est pas seulement quelque chose que l'on rend. C'est parfois quelque chose que l'on revendique pour soi-même.